Alcatraz. Eh oui, vous avez déjà sûrement entendu parler de cette prison hors du commun, pas vrai? Dans tous les cas, les attractions touristiques les plus populaires de San Francisco sont aujourd'hui un grand pont rouge et une prison abandonnée. Mais avant d'être une visite à 60 $ pour toute la famille, Alcatraz était une prison fédérale à sécurité maximale qui abritait beaucoup de très mauvais gars, et oui, strictement des gars. Mais alors, la question que se posent beaucoup de personnes est celle de savoir ce que c'était d'être un détenu à Alcatraz. Pas de panique les gars. Aujourd'hui, nous allons examiner les éléments de réponse à cette question. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoireflix, activez la cloche de notification et faites-nous savoir dans les commentaires quel est le célèbre monument historique dont vous aimeriez entendre parler. Allez, entrons dans le vif du sujet. Alcatraz avait un taux d'occupation maximum strict pour ses cellules, avec un seul détenu par cellule. Alcatraz était généralement gardé à une capacité de 330 hommes, ce qui signifiait des cellules individuelles permettant une sécurité et une intimité assurées. Cela fait d'Alcatraz la sorte de Mykonos des destinations carcérales pour certains prisonniers fédéraux qui demandaient ce lieu de villégiature, tout compris pour leur séjour obligatoire. Les cellules étaient divisées en blocs, les blocs B et C abritant 336 cellules, mesurant un confortable 1,5 m sur 2,5 m. Le bloc A était le plus beau des blocs, une rangée de cellules en mauvais état, mais avec un grand potentiel à exploiter. Ce bloc n'était pas utilisé pour héberger des détenus pendant une période significative. Le bloc de cellules D était réservé à ceux qui étaient envoyés en isolement. Et bien que ces cellules soient plus grandes que les cellules habituelles, les détenus étaient obligés d'y passer 24 heures sur 24, à l'exception d'une fois par semaine, pour passer un peu de temps dans la cour de récréation. L'isolement cellulaire pouvait durer de quelques jours à plusieurs semaines. Et comme l'a dit un ancien détenu, Jim Killin, un jour au trou était comme une éternité. Les prisonniers d'Alcatraz n'avaient droit qu'à des choses garanties: nourriture, vêtements, logement et soins médicaux, tandis que d'autres privilèges comme l'accès à la bibliothèque se gagnaient. Lorsqu'un prisonnier arrivait à Alcatraz, il revêtait l'uniforme standard estampillé de la prison après que les vêtements qu'il portait à son arrivée étaient repris. Les détenus étaient bien douchés dans la salle d'habillage, ils étaient également fouillés à nu et subissaient des examens médicaux sommaires. Les résidents d'Alcatraz recevaient 3 repas par jour, un toit qu'ils ne pouvaient légalement pas quitter et un accès aux soins hospitaliers en cas de besoin. L'hôpital d'Alcatraz offrait également des services dentaires et psychiatriques. Juste dans les années 1950, il y avait un médecin en résidence, mais en raison de coupes budgétaires, le poste a été supprimé au profit de médecins sous contrat. Au cours des dernières années, la prison était ouverte. L'hôpital est également devenu le foyer permanent des détenus très malades, certains purgeant même une grande partie de leur peine à l'infirmerie, l'homme oiseau d'Alcatraz. Robert Stroud a passé 11 des 17 années qu'il a passées à l'hôpital en raison d'une infection rénale et du besoin de l'homme oiseau d'être isolé des gens car il est dangereux. La bibliothèque d'Alcatraz comportait des piles et des piles et des piles de livres que les détenus pouvaient lire s'ils en obtenaient le privilège qui pouvait également leur être retiré en cas de mauvaise conduite. Les détenus ne pouvaient pas du tout se rendre à la bibliothèque. Au lieu de cela, chaque matin, ceux qui avaient le privilège de la bibliothèque remplissaient une carte demandant des articles qu'ils pouvaient trouver dans un catalogue. Ces articles, qu'il s'agisse de livres, de magazines ou autres, étaient livrés dans leur cellule avec tout le contenu lié au crime supprimé à l'avance. La lecture étant l'une des rares activités de loisirs que les détenus pouvaient espérer avoir. Certains profitaient pleinement de ce que la bibliothèque avait à offrir en profitant de l'occasion pour étudier le droit, apprendre d'autres langues ou suivre des cours par correspondance proposés par l'Université de Californie à Berkeley. Parmi les autres loisirs que les détenus pouvaient gagner grâce à leur bonne conduite, citons les activités récréatives telles que les échecs ou le softball, ainsi que les visites aux membres de la famille et les obligations professionnelles. Dans les années 1950, les détenus ont eu accès à des casques d'écoute pour pouvoir écouter la radio et regarder des films dans l'auditorium, tout comme les privilèges de la bibliothèque. Tous ces droits pouvaient être retirés si le détenu dépassait les bornes. Le groupe d'Alcatraz, surnommé Rock Islanders, était composé de détenus qui avaient gagné le droit de jouer de la musique, mais les membres tournaient en permanence. Au fil des ans, les postes au sein du groupe étaient très convoités. Même Al Capone lui-même a supplié d'être admis,
ce qui a fini par arriver. Capone a écrit à son fils, il avait appris à jouer de la guitare ténor, du banjo ténor et apprenait à jouer de la mandole et finalement à jouer plus de 500 chansons. Selon l'ancien gardien Georges Grégory, la fanfare elle-même n'étant qu'un cran au-dessus de la fanfare de 4e ou 5e année, mais elle a fait des merveilles pour l'estime de soi. La fanfare jouait les jours fériés dans le réfectoire ainsi que les dimanches et à l'occasion d'événements spéciaux. Les détenus pouvaient acheter leur instrument, mais en vertu d'un règlement publié en 1956, ils ne pouvaient pratiquer qu'entre 5h30 et 19h30. Tout instrument joué en dehors de ces paramètres entraînait la confiscation du dit instrument et des mesures disciplinaires pour les détenus. Les cellules de jeu à Alcatraz étaient assez petites et ne comportaient pas grand-chose, juste un lit de camp, un lavabo et des toilettes. Lorsque Jim Killen, futur critique de Yelp et plutôt mauvais gars, est arrivé à Alcatraz, il a fait remarquer que ses nouvelles conditions de vie étaient plutôt médiocres, notant que tout ce qu'il a vu était un lit en acier, un matelas de paille et un oreiller sale et bosselé. Il a ajouté que les toilettes n'avaient pas de siège et que le lavabo n'avait qu'un seul robinet, pour l'eau froide uniquement. Les détenus n'étant pas autorisés à apporter des articles de l'extérieur, et Alcatraz n'avait pas encore de boutique de souvenirs, mais le confort était rare. Toutefois, après la réglementation des prisons dans les années 1950, ils étaient autorisés à acheter certains articles, notamment des manuels scolaires, des cours par correspondance, des instruments de musique ou des abonnements à des magazines. Le premier directeur de la prison d'Alcatraz, James Ed Johnston, était un homme qui n'avait pas froid aux yeux. Il a instauré une règle de silence qui a duré jusqu'en 1937 et a fait en sorte que tous les détenus restent muets sous sa surveillance. Selon la règle très cool de Johnston, les prisonniers n'étaient autorisés à parler qu'au repas ou pendant les récréations. Johnston, cependant, se souciait beaucoup moins de leur habitude tabagique, autorisant les prisonniers à fumer jusqu'à 3 paquets de cigarettes par semaine, ce qui signifie que fumer des cigarettes était plus courant que parler à Alcatraz. Pour contourner les règles de la prison, les prisonniers communiquaient entre eux par des tuyaux entre les cellules, comme des téléphones en fer blanc. La règle a fini par être levée car elle était à la fois difficile à appliquer et carrément cruelle. La règle d'or du silence est cependant restée pour les prisonniers gênants enfermés en isolement que notre plaignant Killian, résident d'Alcatraz, a décrit comme un silence total et l'obscurité comme son seul compagnon constant pendant 24 heures des 19 jours qu'il a passés dans le trou. Les citoyens incarcérés d'Alcatraz se voyaient servir 3 repas par jour, le petit déjeuner à 6h45, le déjeuner à 11h40 et le dîner à une heure raisonnable de l'après-midi. Mais la nourriture était prétendument la meilleure servie dans le système pénitentiaire fédéral. Les employés de cuisine d'Alcatraz étaient fiers de ce qu'ils servaient à leurs co-détenus, certains ayant même une formation culinaire. Comme l'a rappelé l'ancien détenu Brian Conway en 1938, la nourriture d'Alcatraz est bien meilleure que le repas habituel de la prison. Il y a de la viande, des haricots, du café, du pain et du céleri pour le dîner, du chili, des tomates et des pommes avec du thé chaud. Selon un menu datant de 1946, les repas comprenaient des fruits en compote, des céréales, du lait, du pain et du café pour le petit déjeuner et le déjeuner. Le repas le plus important de la journée comprenait de la soupe et de la viande, comme de l'épaule de porc rôti, de la tourte au bœuf. Le dîner pouvait inclure les restes de ces déjeuners extravagants, dignes d'un roi, et même des desserts comme la tarte aux pommes, le gâteau ou la gelée. Comme la plupart d'entre nous qui essayons simplement de passer la journée, le travail est devenu le meilleur moyen pour les détenus de passer le temps dans cette prison fédérale. Les prisonniers qui n'étaient pas en isolement pouvaient travailler à la blanchisserie, à la cuisine ou sur les quais. Les détenus se rendaient à leur travail après le petit déjeuner et gagnaient un salaire faramineux de 5 à 0,12 $ de l'heure. Les emplois dans l'industrie comme la buanderie ou la menuiserie permettaient aux détenus de déduire 2 jours de leur peine pour chaque mois de travail pendant la première année, puis 4 jours de la deuxième à la 4e année, et enfin 5 jours par mois. À partir de 5 ans, les prisonniers d'Alcatraz ont été comptés plusieurs fois par jour pour qu'ils soient comptabilisés. Le prisonnier Brian Conway a fait remarquer que la cloche était le signal pour le comptage des prisonniers, une affaire vraiment sérieuse qui se fait toutes les 30 minutes. En réalité, c'était plutôt 13 fois par jour, bien moins que toutes les 30 minutes. Les prisonniers faisaient la queue à l'extérieur de leur cellule et étaient comptés dès le matin en allant prendre leur petit déjeuner à la cantine et comptés après avoir mangé avant de se rendre au travail où ils étaient à nouveau comptés. Les prisonniers étaient également comptés avant le déjeuner
après le déjeuner dans leur cellule. Un autre comptage à midi avant le dîner, un autre après le dîner dans la cellule et quelquefois après l'extinction des feux. À 9h30, lorsque Brian Conway s'est enregistré à Alcatraz, il a noté qu'on lui a présenté le détecteur de métal Snitchbox, utilisé pour fouiller les prisonniers à la recherche de contrebande. Cela a trop bien fonctionné. Il se souvient que la boîte à mouchards déclenchait une alarme sur chaque homme qui venait de la buanderie ou après ce qui était sûrement une fouille en douceur, on découvrit que la boîte à mouchards détectait les fermoirs en métal des chaussures des hommes. Quelques jours plus tard, cependant, la boîte à mouchards est restée étrangement silencieuse alors que 2 hommes portaient des couteaux dans leurs poches. La boîte à mouchards était l'un des 3 détecteurs de métaux que la prison, que les invités comme les prisonniers devaient franchir, y compris un moment embarrassant avec la mère d'Al Capone lorsque les baleines métalliques de son corset déclenchaient sans cesse les détecteurs, obligeant Maman Capone à se déshabiller. Parce qu'une grande partie de la vie à Alcatraz était un privilège mérité et non un droit. Les invités mandatés d'Alcatraz étaient limités dans leur correspondance avec le monde extérieur et soumis au jugement des autorités pénitentiaires. Alors que les prisonniers en isolement ne pouvaient recevoir aucune lettre, les prisonniers qui se comportaient bien pouvaient envoyer et recevoir des lettres qui étaient réglementées et contrôlées, ce qui n'aurait pas été un problème de toute façon, car, comme Brian Conway l'a noté, les lettres étaient destinées aux parents de sang et ne leur étaient adressées que le jour de la fête des mères. Ils avaient le droit d'écrire à leur chère mère, ils avaient intérêt à le faire. Mais cette correspondance, elle aussi, devait être approuvée par les responsables de la prison. Les notes manuscrites étaient retapées et une copie était remise aux détenus. Les visites étaient également très réglementées, comme on peut l'imaginer, les détenus ne demandant la permission d'avoir un visiteur qu'après avoir gagné le droit à un temps de visite. Les prisonniers avaient droit à 190 minutes de visite par mois par un parent de sang ou une épouse, où ils parlaient au téléphone à travers une petite fenêtre en verre. Les conversations étaient étroitement surveillées et toute conversation avec d'autres détenus mettait fin à l'opération, comme décrit avec précision dans le classique Escape from Alcatraz de 1979. S'échapper du rocher était pratiquement impossible. Cela n'a pas empêché 14 tentatives d'évasion différentes au cours de l'existence de la prison, impliquant 36 prisonniers. Si l'on considère que le nombre total de détenus sur l'ensemble de la durée de vie de la prison s'élève à 1545 hommes, ce qui représente un échantillon plutôt faible, les efforts déployés pour s'échapper d'Alcatraz devaient être audacieux, puisque quitter l'île était extrêmement périlleux, si ce n'est en bateau. Joe Bowers a essayé d'escalader une barrière, mais il a été abattu et a succombé à ses blessures. L'année suivante, Theodore Cole et Ralph Rose se sont échappés et ont tenté de rejoindre San Francisco à la nage, mais ils ont été pris dans une tempête et ont dérivé en mer. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Des voyages infructueux vers la liberté échouèrent à nouveau en 1938, 1939, 1941 et 1943. En 1947, John Giles est devenu mignon, reconstituant un uniforme de l'armée en rassemblant lentement des matériaux au fil du temps alors qu'il était de corvée de lessive. Enfin, le moment est venu pour John Giles de briller en enfilant sa tenue de vagabond et en se rendant jusqu'à Angel Island avant d'être appréhendé et renvoyé en prison. La nuit suivante fut celle de la bataille d'Alcatraz, qui fut aussi amusante qu'elle en a l'air. 6 prisonniers ont maîtrisé les gardes et volé leur arme avant de découvrir que personne n'avait la clé de la cour de récréation dans un pur mouvement de panique. Ils ont déclenché une meute et des coups de feu ont été échangés entre les détenus et les gardes. La bataille a duré 2 jours entiers et 3 prisonniers et 2 gardes ont été tués. Quelques prisonniers ont pris le large et ont essayé de s'enfuir d'Alcatraz à la nage, mais personne n'a réussi à atteindre le rivage et certains corps n'ont jamais été retrouvés. En 1962, Frank Morris et les frères Anglin, John et Clarence, ont disparu de leur cellule et n'ont plus jamais été vus ni entendus. Cette disparition de 3 criminels dans une prison fédérale inspira plus tard le film Escape from Alcatraz. La théorie dominante est que le trio s'est glissé dans les tuyaux d'évacuation après avoir traversé les trous d'aération agrandis de leurs cellules, puis ont tenté de se mettre en sécurité à la nage. On suppose qu'ils sont morts en nageant jusqu'au rivage, mais qui sait? Notre vieil ami Brian Conway a affirmé que la monotonie de la discipline stricte de ce pénitencier a rendu 14 des 317 prisonniers violemment fous pendant la dernière année de leur peine et que plusieurs autres sont devenus un peu fous. Les médecins du Rocher accusaient parfois les détenus de simuler leur maladie mentale afin d'obtenir un avantage quelconque. Le prisonnier Joe Bowers
a été admis à Alcatraz en 1934. Après avoir refusé de travailler, il a été placé en isolement. Il a attaqué 2 fois 2 gardiens. Cet accès de rage a été inexplicablement diagnostiqué comme de l'épilepsie jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, un vrai psychiatre déclare qu'il y avait peut-être des raisons de croire qu'il était vraiment psychotique. Ce même psychiatre a toutefois précisé qu'il avait quelque chose à gagner s'il parvenait à nous faire croire qu'il était fou, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Une fois que ce faussaire a été renvoyé de sa cellule, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il mourra en 1936 en tentant de s'évader. Alors, que pensez-vous d'Alcatraz? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ainsi, nous espérons que cette vidéo vous a apporté un plus. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoireflix, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.